Vous voulez embaucher un architecte technique, ou alors vous êtes architecte technique et l'entreprise dans laquelle vous travaillez passe à l'agilité, passe à Scrum, vous vous demandez quelle est votre place. Restez jusqu'au bout de cette vidéo car justement, on va parler de la place de l'architecte technique dans une équipe Scrum. Bonjour à tous, je suis Constantin Guay, vous êtes sur Scrum Life, la chaîne qui parle de la vie des équipes agiles. Abonnez-vous et surtout activez les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec le Twitter, le LinkedIn et le Facebook. Dans mon expérience, dans les entreprises et les grands groupes, l'architecte technique, c'est souvent celui qui dit comment faire le code. Il peut, et c'est même souvent son travail, il doit imposer et valider les choix techniques, mais aussi d'architecture de l'application, d'architecture logicielle. Et c'est souvent un peu l'architecte Dieu, quoi. Là, ouais, je vois très bien. Le mieux, c'est d'utiliser MySQL pour ça. En plus, c'est une stack qu'on a déjà. Ah, parce que nous, en fait, on a fait des essais avec une base NoSQL et on trouve de bons résultats quand même, hein. Non, MySQL c'est mieux. On est déjà formé dessus, on peut faire la maintenance, on sait comment ça marche, restez là-dessus. Donc, il dit aux développeurs et aux développeuses comment faire leur code, comment l'architecturer. Mais par contre, cette personne-là, généralement, il ne code jamais. Il ne connaît pas vraiment le code existant ni comment il est fait, et pourtant, il va prendre des décisions qui vont être retentissantes pour les équipes. Et s'il y a un seul architecte ou quelques personnes seulement pour tout un groupe, pour tout un système d'information d'une entreprise, est-ce qu'il peut vraiment avoir toutes les connaissances de toutes les applications dans la tête ? Pour la refonte de toute la partie signalement, on avait pensé à ce type d'architecture en microservices pour vraiment limiter au maximum les dépendances parce qu'il y en a beaucoup avec les autres équipes. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on leur avait demandé de faire et nos recommandations il y a 2 ans quand ils ont fait le module la première fois. Vous êtes sûr que c'est pas déjà comme ça? Ouais, hein. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Ça vous dit quelque chose? C'est un des principes du manifeste agile. D'ailleurs, l'architecture dans une équipe, on en avait parlé dans le bref numéro 5, je vous mets un lien. Et on en était arrivé à la conclusion que, l'architecture, elle devait émerger de l'équipe. Mais alors, comment on fait? Il devrait y avoir un architecte par équipe? Oui et non, on ne met pas un architecte par équipe, on met que des architectes par équipe. L'architecture technique, l'architecture logicielle, c'est une compétence d'un développeur. C'est pas quelque chose d'optionnel, hein. Ça fait partie du job. Et moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup d'Alain Oloub sur un tweet qui disait « L'architecture n'est pas un rôle, c'est une compétence ». Ça permet à l'équipe de développement de prendre la responsabilité de leur choix. Ça, c'est pas rien. Je vous mets dans la description un article de Jeff Patton qui parle justement de cette responsabilité face à un architecte. Donc, comme on dit, il y a le mauvais développeur, il développe son produit, il code, puis il y a le bon développeur, il est là, il développe son produit, puis il code. C'est pas pareil. Le bon développeur, lui, il va travailler en itération. Vous lui faites confiance en lui donnant une vision et il va réaliser le produit, petit à petit, en s'assurant à chaque fois qu'il est sur la bonne voie. C'est les principes du craftsmanship. Mais de l'autre, si vous avez un architecte qui a déjà fait tout le boulot, en fait, c'est un petit peu comme remplir les couleurs avec les bons numéros. C'est peut-être moins risqué pour l'entreprise, il y a moins de chances qu'on innove déjà, et puis si une des couleurs, c'est pas la bonne, à qui la faute? D'ailleurs, vous trouvez pas ça un peu bizarre que souvent on est vachement sélectif dans l'embauche d'un développeur, puis au final, c'est pour lui demander de plus réfléchir après. On utilise une technique de sélection comme chez Amazon, sachant qu'un câble fait 80 mètres de long et qu'il est attaché en haut de 2 poteaux qui font chacun 50 mètres de haut. Quelle est la distance entre les 2 poteaux si le centre du câble pend à 10 mètres de hauteur? Ah, je sais, la réponse c'est... Bon, pour l'ajout des documents, là, vous allez faire comment, les gars? On a pensé utiliser Elasticsearch, ça permettra de... ça a été validé par un architecte technique, de toute façon. Pas spécialement. Il faut passer en comité d'archi, il faut présenter quelque chose, un architecte va être nommé, va étudier, va donner sa réponse et ses préconisations. Il va peut-être même vous faire un schéma, au moins ce sera tamponné, validé. Mais oui, on est obligé, hein, on est dans le SI de l'entreprise, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Parce qu'au final, ces développeurs que vous avez embauchés, est-ce que vous avez confiance en eux? Assez confiance pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions et responsabilités? Ou alors vous n'avez vraiment pas confiance en eux et peut-être qu'il aurait fallu embaucher quelqu'un d'autre? Salut Constantin, je me permets de t'interrompre. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai quand même envie de nuancer, préciser certains points. Typiquement, en anglais, on aurait ce qu'on appellerait le design et effectivement ce qu'on appellerait architecture. J'essaye de faire ce que je peux avec mon accent anglais. Et design, c'est la conception. Effectivement, architecture, c'est l'architecture. Il y a ces deux différences de niveau. Et on a un peu perdu le sens en français, on a tendance à dire architecture pour tout. C'est pas exactement le même niveau, ça peut être des choses un peu différentes. Et je pense que cette différence, elle est importante parce que sinon, on risque de se mélanger un peu les pinceaux, de mélanger les choses. Donc là, concrètement, tout ce que tu nous racontes, ce avec quoi je suis complètement aligné, c'est le software design. Et là-dessus, effectivement, il n'y a pas trop de débat. C'est le taf du développeur, hein. Donc c'est quoi la différence? Quand on parle de ce vrai travail d'architecture, c'est quand même un travail un peu spécifique où il y a quand même des domaines, des contraintes, des expertises spécifiques. C'est par exemple la fameuse urbanisation d'un SI, ou plus globalement, souvent on a des composants un peu transverses, voilà, et on a des contraintes qui vont servir tout le monde et qui ne sont pas spécifiques au développement d'un module par exemple. Un autre exemple, au-delà de l'urbanisation des SI, ça peut être dans le choix des technos à utiliser. Donc évidemment que la meilleure techno, elle va être spécifique à un projet, mais il y a un moment donné où il y a aussi des contraintes transverses qui peuvent émerger, et où là, oui, ça fait peut-être du sens de s'aligner collectivement. C'est un travail d'architecture finalement. Dans la même veine, on a des cas de figure où on doit faire des achats assez conséquents, et là, on a aussi envie de rationaliser ça. Et du coup, c'est un travail aussi un peu spécifique de réfléchir en amont, de comparer les technos, etc. Bon, dans tous les cas, ça suppose de se reposer sur une expertise qui est quand même assez spécifique. Peu importe que cette personne-là soit dans une équipe, et que ce soit par exemple un dev assez expérimenté, un peu senior, ou un développeur et architecte, mais qui est quand même dans une équipe, ou alors vraiment une personne qui est en dehors des équipes, qui a un rôle transverse. Bon, mais dans tous les cas, on a ce rôle qui a été identifié. Si le projet s'y prête, je ne suis pas en train de dire que sur tous les projets, il faut toujours qu'il y ait un architecte. Et enfin, évidemment, on va parler de passage à l'échelle. Et elle est là souvent l'élément différenciant qui peut justifier d'avoir un rôle d'architecte. Petit aparté, quel que soit le framework de passage à l'échelle, effectivement, le principe du manifeste agile qui nous dit que les meilleures conceptions émergent de l'équipe, émergent du travail à faire, Constantin nous en a parlé plus tôt dans cette vidéo, globalement, quel que soit le framework de passage à l'échelle, il met un peu à mal ce principe. Concrètement, il faut se dire, le passage à l'échelle, dès lors qu'on a posé clairement, des centaines de personnes vont travailler sur le même produit, sur la même base de code, c'est un peu compliqué de ne pas dénaturer un minimum ce principe qui favorise la conception émergente. Attention, le dénaturer un peu. Ça reste extrêmement importante, la conception émergente. Et là-dessus, on peut par exemple utiliser la nomenclature de SAFe, qui d'un côté nous cite bien la conception émergente comme la bonne manière de travailler au quotidien, mais qui nous parle aussi d'architecture intentionnelle. On voit bien, il y a les deux. Il y a la conception, il y a l'architecture. Et pourquoi on a ça? On l'a justement parce qu'il faut faire le pont entre les deux. On est des centaines de personnes à travailler sur la même solution, le même produit. On a besoin de s'organiser un minimum. Et donc c'est vraiment dans ces conditions, dans toutes ces situations-là, oui, le rôle d'architecte, il fait du sens. Mais alors attention, c'est jamais un architecte tour d'ivoire, comme Constantin a pu l'illustrer au début de cette vidéo. Ça non. Dans tous les cas, même si on a un besoin identifié d'architecture pour travailler tous ensemble sur un gros produit, même s'il y a un rôle identifié d'architecte, attention, cette personne, elle est là toujours pour apporter son expertise, pour accompagner, pour apporter ce lien global dont on a besoin pour travailler tous ensemble.
mais c'est pas un patron qui est là-bas dans un coin, qui décide de tout pour les autres et qui laisse les gens exécuter. Bon voilà, Constantin, j'ai fini mon interruption. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, moi perso, je suis pas très fan de toutes ces mises à l'échelle, at scale. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. On en parlera sûrement dans un prochain épisode. Devoir faire valider ses idées par un architecte technique ou un comité d'architecture à chaque fois, bah ça prend du temps. Et pendant que vous faites valider ces idées, bah votre concurrent, lui, il est peut-être déjà en train d'implémenter quelque chose, des hypothèses. Et il teste, et il le montre à des utilisateurs, et il a du feedback. Et vous n'avez toujours pas fait une ligne de code. Mais en même temps, si vous avez un produit vraiment complexe, ça peut avoir du sens d'identifier le rôle de l'architecte pour justement fluidifier et pouvoir prendre des décisions rapidement. Et toujours penser lead time. Donc faites en sorte, créez une façon de travailler avec cet architecte qui permette justement d'aller rapidement. Et ce rôle, il peut être tenu par un collectif ou quand on est en phase de transition, même si ce n'est pas la cible, par une ou plusieurs personnes. Ce qui nous amène au sujet de la posture. Comme avec tous les experts, afin d'éviter les goulets d'étranglement ou alors la posture du super-héros, eh ben, celui qui a la connaissance la partage. Il peut par exemple prendre une posture de coach qui va du coup ne plus imposer des choses ou dire aux gens comment faire, mais plutôt d'essayer de les challenger, de leur poser des questions pour qu'eux-mêmes trouvent les meilleures solutions. Et d'ailleurs, souvent, la solution sera peut-être meilleure que la sienne. C'est complètement différent et de plus en plus d'architectes dans les entreprises prennent ce type de posture, comme on le voit sur ce tweet. Donc oui, on ne perd pas de temps à attendre la validation d'un architecte technique, mais en même temps, on n'est pas non plus à quelques heures près dans le monde du logiciel comme ça. On n'est pas vite, dans 48 heures, il faut qu'on ait mis cette librairie ou alors tout va exploser. Donc en tant qu'architecte coach, on va prendre le temps d'expliquer les solutions possibles, les points forts, les points faibles, puis à l'équipe de prendre cette décision et à vous en tant qu'architecte coach de la respecter. Il faut qu'il soit au moins convaincu d'essayer. Pour ça d'ailleurs, il y a quelques outils sur le consentement pour arriver à prendre des décisions en groupe. C'est peut-être le sujet d'un autre épisode aussi. Dites-nous si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Faites entendre votre voix si vous pensez que les architectes sont vraiment indispensables dans les grosses entreprises, mais aussi dans les petites. Ou au contraire, si vraiment on peut s'en passer et que les équipes doivent avoir ce pouvoir et cette responsabilisation. Merci à Jean-Pierre d'avoir participé à cette vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!